Marantz fait partie de ces marques remplies d'histoire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-unes des merveilles que le constructeur a sorties au fil du temps. L'entreprise a été fondée par Saul Marantz en 1952 à New York. Et oui, Marantz c'est initialement une société américaine. Et je vous propose de commencer par l'un, si ce n'est le plus iconique des Marantz. L'audio-consolette est l'un des appareils hi-fi le plus iconique de tous les temps. Distribué au début des années 50, ce préampli a vu le jour car Saul Marantz n'était pas satisfait du rendu de ses disques 78 tours. À l'époque, il n'y avait pas encore de norme RIAA pour égaliser l'audio des vinyles. C'était donc chaque studio qui s'en chargeait au mastering et ça donnait des choses très aléatoires en termes de rendu. Saul développa donc l'audio-consolette, un préamplificateur à tube mono au son neutre, plus respectueux des enregistrements. De conception simple, il utilise des composants de haute qualité, par exemple des résistances à faible bruit ou des potentiomètres Allen-Bradley. Mais le plus intéressant, c'est l'abondance des réglages. Correcteur de tonalité, compensateur de grave et un filtre pour la coupure des aigus. Une partie de son alimentation est déportée dans un boîtier externe afin de limiter le bourdonnement dans le circuit de préamplification. Cette alimentation externe permet également de raccorder jusqu'à 3 appareils qui seront mis sous tension via le panneau de contrôle du préampli. Il semblerait qu'il n'y ait eu que 100 audio-consolettes originales assemblées par Saul, à ne pas confondre avec le modèle 1 qui est lui une évolution industrialisée de l'audio-consolette originale. Quelques années plus tard, en 1958, Marantz sort le modèle 7, son premier préamplificateur stéréo qui a marqué l'histoire de toute une génération d'audiophiles, et plus particulièrement d'une personne, Ken Ishiwata. Ken Ishiwata était une figure iconique de Marantz, ambassadeur et garant du rendu audio des produits de la marque ces 40 dernières années, rien que ça. C'est par ce modèle qu'il est tombé amoureux de la marque qui lui était d'ailleurs totalement inconnu avant de croiser le chemin d'un modèle 7C. Cet appareil est encore aujourd'hui dans l'ADN de la marque. SC7S1, Keeperl, PM10 pour ne citer que s'inspirent du modèle 7 original. Techniquement, le modèle 7 dispose de 8 entrées audio, un correcteur de tonalité indépendant pour chaque voix, et des filtres passe-bas, passe-haut. Sous sa façade en alliage brossé, chaque canot utilise des tubes 12 AX7. L'étage phono quant à lui utilise des circuits Marantz, composés de 3 étages à rétroaction exclusifs. On pourrait comparer ça au module HDAM présent dans les produits modernes de la marque. La réponse globale de l'ensemble était de 20 à 20 000 Hz à plus ou moins 0,5 décibels. Aujourd'hui, cet appareil vaut une petite fortune, fabriqué à près de 100 000 exemplaires, comptés entre 6 et 15 000 $ d'occasion. Pour aller avec le modèle 7, il faut évidemment un amplificateur. L'iconique modèle 9 est un bloc de puissance mono à lampe produit de 1961 à 1969. Cet amplificateur a été choisi par la NASA et plus précisément la version 9120, pour son alimentation de très haute qualité, d'une stabilité et d'une fiabilité incroyable pour l'époque. Il fut utilisé afin d'alimenter les rotors des antennes du programme Apollo. Il y eut 3 versions du modèle 9, le 9, le 970 et enfin le 9120 de la NASA. Si on se recentre sur ses qualités hi-fi, le modèle 9 est un amplificateur de 35 kg développant 70 watts ou 140 watts crête. Il faut bien se rendre compte que pour l'époque c'est démentiel. Les ingénieurs de chez Marantz ont apporté un soin tout particulièrement à la construction de l'ensemble pour qu'il ne chauffe quasiment pas. Et même à haute puissance. On comprend tout de suite pourquoi la NASA a été intéressée par cet amplificateur. L'étage de sortie utilise 4 AL84 en configuration push-pull et il était possible de commuter l'amplificateur en mode triode. Il développait ainsi 40 watts. La face avant abrite les différents réglages et la connectique. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de modèles neufs d'occasion. Mais attention, la plupart sont des rééditions faites par Marantz dans les années 90. Ils valent tout de même aux alentours des 15 000 $ la paire. Les originaux, eux, peuvent flirter assez facilement avec les 20 000. Et les modèles NASA, eux, avec les 80 000 $. Le Marantz Model 500 est également un bloc de puissance. Ce dernier est sorti au tout début des années 70 après 2 ans de développement. Marantz était à l'époque très en retard sur les amplis à transistors. Cet appareil avait pour objectif de surpasser tous les modèles du marché utilisant cette technologie. Le modèle 500 décime surtout la concurrence de l'époque par sa puissance de 250 watts par canal, et son alimentation monstrueuse. On parle de 88 000 microfarads de filtrage et une alimentation de 2200 voltampères. Les transistors de puissance, et il y en a un paquet, sont développés par Motorola spécialement pour Marantz. Ils peuvent débiter 10 A et le tout dans un boîtier en acier de 38 kg. Malheureusement, le modèle 500 eut quelques problèmes de fiabilité. Très en avance techniquement, c'est un appareil qui chauffe énormément malgré l'imposant ventilateur intégré. Il était en son temps l'un des amplis les plus chers du marché. Produit de 72 à 76, il fut vendu à moins de 1000 exemplaires et 5 ont trouvé preneur en France.
Le CD12 est un bijou de technologie sorti en 1989. Il se présente sous la forme de deux éléments, le CD12, entièrement numérique, et le DA12, un DAC convertissant les signaux du CD12 en analogique. À l'époque, c'est totalement inédit. Le CD12 dispose d'un drive en aluminium, d'un gros transformateur et d'une carte de traitement numérique dissimulée sous un bladage en cuivre. Il dispose de deux sorties coaxiales et d'une optique. Le DA12 a une conception ultra robuste et disproportionnée. Sur son capot, on peut lister 3 alimentations toriques et un DAC Philips 1541A ultra réputé. Il y eut une version LE du CD12 modifiée par un certain Ken Ishiwata, utilisant des composants encore plus performants. Ce couple a également été décliné chez Philips sous la référence LHH1000. La télécommande universelle, elle, est un vrai ordinateur doté d'un écran LCD et d'un nombre impressionnant de boutons. Elle est capable de gérer près de 150 fonctions. Ce n'est pas un ampli, ni un lecteur CD. La X1000 est un ordinateur sorti en 1994 capable de faire de la correction paramétrique manuelle ou automatique de pièces via un micro étalonné. Le système fonctionne intégralement dans le domaine numérique et dispose de 2 écrans LCD en façade, de 4 pouces chacun pour le contrôle. Le rôle de la X1000 est de numériser toutes les entrées analogiques pour faire de la correction active, mais également de gommer les imperfections que l'on pourrait avoir sur un signal analogique. Pour corriger les signaux, le processeur applique une latence quasiment imperceptible et concrètement, une rayure sur un vinyle sera atténuée en temps réel afin d'éviter les différences de dynamique. Je vais vous épargner le listing complet des filtres et processeurs de cette machine, il y en a dans tous les coins. La X1000 dispose d'un DAC 16 bits avec suréchantillonnage et un ADC pour les signaux analogiques entrants travaillant sur 1 bit. Petite coquetterie, les DSP sont capables de simuler l'acoustique des plus grandes salles de concert dans le monde. Même si Marantz à l'époque a poussé l'usage de la X1000 dans des installations cinéma, ça n'a réellement jamais été adapté. Il ne permet que le traitement de 4 canaux maximum en 16 bits, inutilisable donc en 5.1 et avec des formats audio HD. Sa conception interne permet à la X1000 d'être mis à jour via des cartes enfichables ou adaptées aux besoins du client. Le tout valait le prix d'une voiture à l'époque. Cet appareil est très rare, même si aujourd'hui il est techniquement dépassé, la X1000 reste une production incroyable de la marque qui a permis aux mélomanes à travers le monde de disposer d'un appareil normalement fait pour le secteur pro à la maison. En début de vidéo, je vous ai parlé du modèle 9, sorti dans les années 60, et réédité dans les années 90. Marantz dans cette décennie n'était pas décidé à enterrer le tube. Depuis 1989, la firme Nippon travaille sur un projet top secret, le Marantz Projet T1. Un bloc de puissance à tube, que dis-je, le bloc de puissance à tube ultime. Dévoilé en 1995, c'est un monstre de 65 kg développant 60 watts en configuration push-pull classe A. Chaque composant est trié sur le volet, chaque pièce utilisée est ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Le châssis est en aluminium injecté et en acier entièrement cuivré. Le boîtier, lui, est en aluminium massif. Côté électronique, on retrouve tout le savoir-faire de la marque. Polarisation automatique des tubes, 7 transformateurs, 3 selfs de filtrage, 11 étages d'alimentation, 4 tubes 300B en entrée, 4 845 en sortie. Gestion de la puissance et protection via un microprocesseur. L'intégralité des circuits sont symétriques et câblés en l'air. Il fut le dernier appareil à tube de la marque, Marantz en produit seulement 50 paires à travers le monde, pour 50 000 € l'unité. Quelque temps après le projet T1, Marantz planche sur un produit du même calibre mais dans le domaine du traitement numérique. L'objectif de la marque est de hisser le CD dans les plus hautes sphères de la reproduction audio. C'est ainsi qu'est né le projet D1, un DAC ultra évolué et limité à 500 exemplaires mis au point conjointement avec la maison mère de Marantz à l'époque, Philips. Philips qui n'est ni plus ni moins que le co-inventeur du CD avec Sony, et la marque nordique dispose d'un savoir-faire exceptionnel dans le traitement numérique. D'ailleurs, ce D1 est basé sur un Philips LHH 900R. Le D1 utilisait à l'époque ce qui se faisait de mieux avec pour chaque canal un DAC 16 bits Philips TDA 1541A S2 pouvant travailler jusqu'à 48 kHz sur 16 bits. Ça prête à sourire aujourd'hui mais ce sont des puces de très haute qualité qui à l'époque étaient considérées comme les plus performantes du monde. La partie DSP, elle, fut entièrement développée par Marantz et permet un contrôle fin de la dynamique du signal en entrée. La connectique est composée de 3 entrées optiques, 3 BNC et une entrée numérique symétrique. En sortie, une optique et un BNC. Nous trouvons également une paire de XLR et une double sortie RCA avec inversion de phase. Le traitement des cartes est de haute volée. Les pistes utilisent des feuilles de cuivre d'une épaisseur contrôlée, et on parle de quelques microns. La carte de sortie analogique est entièrement plaquée or, avec le nom des ingénieurs ayant contribué au projet gravé dessus. Les condensateurs sont des modèles triés sur le volet à faible impédance. Les pieds, eux, sont en alliage frité au nombre de 3 pour garantir la plus grande stabilité.
Honnêtement, c'est pour moi l'appareil Marantz avec la plus belle conception interne. Ce DAC fut l'un des derniers à utiliser les puces de Philips. Il était commercialisé aux alentours de 3500 €. Aujourd'hui, ce bijou vaut entre 3 et 6 000 € d'occasion. Décidément, les années 90 sont incroyables pour Marantz. Le SC5 BB5 est un préampli avec alimentation déportée sorti au milieu des années 90. Le BB5, à ne pas confondre avec le BB8 de Star Wars, a cependant quelque chose d'original. Outre le fait d'abriter l'alimentation complète du SC5, il dispose de 2 batteries à l'acide afin d'apporter un courant ultra stable au préamplificateur. C'est à peu de choses près le concept de l'onduleur. Le but de la série 5, qui comprend un préampli, une alimentation et un bloc de puissance, est d'offrir un ensemble ayant le minimum de bruit de fond possible. La série 5 fut le sommet de la chaîne alimentaire de Marantz à l'époque. Entièrement symétrique, et ça va jusqu'au schéma de mise à la terre des canaux droite et gauche, le SC5 utilise des modules HDAM protégés par un blindage plaqué or. Les ingénieurs ont utilisé un potentiomètre de volume en laiton sur mesure de très haute précision utilisant des pistes en carbone. Le trajet des signaux sont ultra courts afin de réduire au maximum les bruits. Marantz a tellement poussé la simplification des schémas à l'extrême qu'ils ont fait abstraction de tout ce qui n'est pas en lien avec de l'audio. Il n'y a donc pas de télécommande ni de sortie remote. Chaque composant en son sein est là pour véhiculer un signal audio. Le BB5, lui, est capable d'alimenter un SC5 et deux SM5. Il est contrôlé par un microprocesseur qui surveille la tension des batteries pour adapter son alimentation. Si les batteries sont totalement déchargées, il va shunter les batteries. Plus modeste, quoique, le SM5 lui est un bloc de puissance stéréo de 2 x 100 watts, ou mono de 400 watts, le tout reposant sur un châssis injecté en zinc plaqué cuivre. Le BB5 alimente le module HDAM tandis que l'alimentation interne du SM5 s'occupe de la partie puissance. Il ne paie pas de mine, mais il fait partie des blocs de puissance les plus impressionnants de la marque. Ce sont malheureusement des appareils qui se sont très mal vendus, et qui ont souffert de la concurrence avec le PM15, qui était meilleur en termes de rapport qualité-prix. Le couple SC5-BB5 était vendu dans les 4 800 € en 1994. Il n'était pas possible de les acheter séparément étant donné que le SC5 n'a pas d'alimentation interne. Le SM5 valait lui aux alentours des 3 700 € l'unité. Le SA-CD1 est le premier lecteur de la marque compatible avec les disques Super Audio CD. Sorti en 2000, ce beau bébé de 18 kg était vendu aux alentours de 7 500 $. Marantz a depuis la sortie du CD une expertise très poussée dans le traitement des signaux. Le plus sensible dans le domaine numérique, c'est les perturbations électriques. C'est pourquoi ce lecteur est littéralement blindé de cuivre de fond en comble. Le drive, le transformateur, les circuits HDAM et la carte de traitement numérique sont complètement isolés. Le tiroir du lecteur est en aluminium moulé et reposant sur un châssis en zinc. L'affichage dispose de sa propre alimentation indépendante dédiée. Le traitement audio se fait à l'aide de 4 DAC TDA 1547 travaillant sur un bit. Un suréchantillonnage x8 est enfin effectué avant la conversion analogique. En sortie, Marantz utilise pas moins de 8 modules HDAM. Des modules HDAM doubles sont également présents pour mieux équilibrer les sorties symétriques. Concernant la connectique, elle reste somme toute très classique pour ce genre d'appareil. Il y a une sortie XLR, une sortie asymétrique et une sortie numérique optique et coaxiale. Son prix en a fait une platine peu répandue. Elle est extrêmement rare sur le marché de l'occasion. Enfin, évidemment, on ne peut pas passer à côté des SC7S1 et MA9S1. Pour beaucoup de ce duo est encore aujourd'hui en 2023 une référence absolue. Et c'est peu dire. Le PM10, fleuron de la marque depuis 2017, ne prétend que être au niveau d'un couple SC7S1 et MA9S1. Sortis pour les 50 ans de la marque, les deux appareils ont été développés pour renouer avec la signature sonore des années 60 et surtout avec le modèle 7 et modèle 9. D'ailleurs, ils reprennent la suite référentielle de cette série. En 2005, après 3 ans de développement, le SC7S1 et le MA9S1 sont dévoilés au public. Le préampli tout d'aluminium vêtu dispose d'une façade en aluminium massif de 40 mm d'épaisseur. Rendez-vous compte, on parle de 4 cm. Et d'un châssis triple épaisseur en cuivre. À lui seul, le préampli fait 21 kg. À l'intérieur, les 12 modules HDAM sont encapsulés dans un boîtier en polycarbonate. L'alimentation est double mono avec 2 transformateurs toriques et une capacité de filtrage de 2 x 4700 microfarad. La partie gestion du volume fonctionne entièrement dans le domaine numérique pour ne pas dégrader le signal audio et dispose d'un écran pour contrôler l'atténuation du volume. La connectique est complète et de haute volée avec des prises RCA et XLR. Le MA9 est tout aussi impressionnant. Digne héritier du modèle 9, en mono il est capable de délivrer une puissance de 300 watts via ses 12 transistors de puissance Shanken, refroidi par un énorme radiateur d'une épaisseur d'1/2 cm.
Son alimentation, elle, est capable de débiter 800 voltampères et sa capacité de filtrage est de 44 000 microfarads. Il offre une puissance instantanée 3 fois supérieure au plus gros démarrant sorti auparavant. Et toute cette puissance est envoyée aux borniers de marque WBT. Ce couple d'appareils est l'aboutissement de 50 ans de recherche dans le domaine du son. Malheureusement, il y a peu de chances qu'un jour ce genre de machine soit à nouveau au catalogue du constructeur. Il reste évidemment énormément d'appareils incroyables chez Marantz, que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, notamment la gamme ésotérique des années 80. C'est difficile de résumer le savoir-faire d'une marque via une poignée d'appareils. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'être resté jusqu'au bout, nous espérons qu'elle vous aura plu. Elle nous a demandé énormément de travail et de recherche, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.